Voilà, ça s'appelle Oui. Et c'est le premier single du nouvel album de Noah qui s'appelle Now. Voilà. Alors il y a aussi une chanson avec Mira Awad qui est une chanteuse palestinienne, comme vous l'aviez fait d'ailleurs avec Imagine, avec Khaled. Votre grand rêve évidemment, c'est la réconciliation du monde musulman avec l'Occident. Et vous n'avez pas peur d'être une chanteuse à message, hein. Vous en parlez, vous militez beaucoup pour la paix. Oui, c'est vrai, je crois que nous, les artistes, nous avons le grand privilège, de par notre art, d'ouvrir le cœur des hommes pour une durée limitée peut-être, mais pendant ces quelques minutes, on est responsable. Il faut planter les bonnes graines, il faut faire passer le bon message tout en s'amusant. Vous avez raison. Vous soutenez le mouvement Peace Now, donc, qui veut dire paix maintenant. Ça ne doit pas être facile en Israël en ce moment, compte tenu de la situation, de continuer à prêcher la paix. Je crois ne pas avoir le choix. Premièrement, je crois fermement en la paix. Et deuxièmement, si je ne pouvais pas travailler pour la paix, parler au nom de la paix, eh bien je serais désespéré de vivre en Israël aujourd'hui. Il faut vous souvenir que Israël, c'est une démocratie pluraliste, donc personne ne menace ma vie. Je ne risque pas d'un an en prison, alors peut-être que certains ne m'aiment pas trop, mais je continue à faire ce que j'ai envie de faire librement. Alors vous êtes pacificatrice, mais pas pacifiste, parce que le pacifisme est fondamental. Vous êtes pacificatrice et pas pacifiste, parce que le pacifisme, c'est éventuellement... Je vais le faire, je vais enlever le mot. Qu'est-ce que t'en penses? Je vais arrêter de dire le mot qui est là, quoi. Joli. Voilà, c'est tout. Pourquoi je vais m'emmerder à essayer de faire un mot que j'arrive pas à le faire? Alors vous êtes pacificatrice, mais pas pacifiste, parce que le pacifisme, c'est la non-violence, et vous dites, si quelqu'un touche à mon fils, à mon enfant, je le tuerai. Vous savez, je crois que la violence n'est pas la solution, mais dans certains cas, dans certaines circonstances, si quelqu'un, comme vous l'avez dit, menaçait la vie de mon enfant ou de quelqu'un qui m'est proche, je réagirais violemment. Mais je dois dire clairement que dans tous les cas, quand c'est possible, s'il est possible de régler les choses grâce au dialogue, à la communication, à la diplomatie, c'est ça la solution préférée, toujours. Alors, Yitzhak Rabin avait su prendre le tournant historique en partant du principe que c'est avec ses ennemis qu'on fait la paix. Et il avait reconnu l'OLP, il avait serré la main d'Arafat. Vous vous êtes marié le jour de la victoire d'Yitzhak Rabin. Vous dites ça a été une double joie pour moi. C'est en 92. Et quand Yitzhak Rabin a été assassiné le 4 novembre 1995, vous étiez sur scène avec lui quelques minutes avant les 3 coups de feu fatals. C'est vrai. C'était une expérience très traumatisante, l'instant de sa mort. J'ai eu l'impression qu'un proche venait d'être assassiné. Et ce qui est vraiment triste, c'est que même quand un membre de votre famille est assassiné, bon, il est assassiné, vous faites votre deuil. La death d'Yitzhak Rabin, la tragédie de sa mort, continue à avoir des incidences, toutes les occasions manquées de faire la paix. C'est quelque chose avec quoi on vit tous les jours. Donc je ne peux pas l'oublier. Moi personnellement, je ne peux pas l'oublier. Toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, je me rends au pied du mémorial Rabin, je mets un bouquet de fleurs. C'est quelque chose qui est avec moi tout le temps. Mais je crois qu'en tant qu'individu, en tant que citoyen d'Israël, en tant que chanteuse, je peux continuer à œuvrer pour son rêve et peut-être arriver à obtenir des résultats. Alors, Rabin a été assassiné par un membre de votre communauté, un jeune juif yéménite, parce que vous êtes d'origine yéménite. Et c'est une des plus anciennes diasporas du monde, très isolée. Il y avait 45 000 juifs qui vivaient au Yémen. La première alia a eu lieu en 1881. Il y a déjà des juifs qui sont rentrés en Israël. En 1920, la deuxième, d'ailleurs vos grands-parents sont venus en 1920 du Yémen jusqu'en Israël. Et puis les autres ont été amenés en 1948 au moment de la création de l'État d'Israël par une espèce de pont aérien. Et ils sont tous partis. Je crois qu'aujourd'hui au Yémen, il y a quelques centaines de juifs seulement, non? Très très peu. Et ils ne sont pas les bienvenus au Yémen en ce moment. Alors, vos parents donc, sont nés en Israël, et quand vous avez 1 an, votre père décide d'émigrer aux États-Unis. C'est exact, oui. Il a eu le droit d'aller faire des études d'ingénieur aux États-Unis. On est parti pour cela. Alors, vous avez eu une éducation très traditionnelle, hein, 3 prières par jour, pas de maquillage, chaussures plates, longue jupe. Not anymore. Et la coiffe, c'est quoi la coiffe?
Quand j'étais jeune, ma mère est très conservatrice. Et quand j'étais jeune, ma mère me faisait des tresses. Elle tirait mes cheveux et elle les tressait. Et c'est seulement vers 16 ans que je me suis rendu compte que mes cheveux, quand je les laissais, bouclaient naturellement. Et ça m'a rendue très heureuse. Et ça a été le début de ma séparation, de la distance que j'ai prise avec la religion. Oui, quand vous étiez adolescente, vous étiez très partagée entre la culture traditionnelle et le monde extérieur. Vous ne saviez pas si vous étiez américaine, israélienne, yéménite. Vous aviez un vrai problème. Ouais, voilà, vous êtes allée en Israël. C'est vrai, Israël. jusqu'à ce que j'arrive en Israël, oui. Et en Israël, vous êtes arrivé, vous aviez 17 ans, hein, vos parents vous ont laissé partir pour finir vos études secondaires. Et là, vous avez fait votre service militaire. C'est vrai. J'ai fait mon service militaire qui est obligatoire en Israël, donc je n'ai pas choisi de faire mon service militaire. J'ai pas mal souffert pendant mon service militaire, mais je pensais que c'était de ma responsabilité en tant que citoyenne israélienne. J'espère que mon enfant n'aura pas à faire de service militaire. Vous étiez sergent hein, dans un orchestre. J'ai eu de la chance, j'ai pu chanter pendant que j'ai fait mon service militaire. Et là, donc, vous allez chanter dans le Golan, en pleine intifada, et vous n'êtes pas très à l'aise, en fait, quand vous êtes tassé dans le siège de la voiture, pour ne pas recevoir de pierres, voire des cocktails Molotov, et quand votre regard croise le regard d'un Palestinien ou d'une Palestinienne, vous dites qu'il y a un malaise à ce moment-là. Je ne sais pas quelle est votre source pour cette histoire, je ne l'ai jamais racontée. Mais je vous dirais une chose, c'est que j'ai beaucoup de compassion pour les Palestiniens, pour leur cause. Je ne suis pas en faveur de la violence, je pense que les attentats suicides sont horribles. Mais je pense que les Palestiniens ont le droit à l'indépendance. Et je préférerais qu'ils gagnent cette indépendance grâce à la communication et au dialogue plutôt que de travailler avec la violence. Mais je comprends leurs attentes et leurs souffrances. Oui, c'est votre théorie. Communication, dialogue, paix. C'est votre programme politique. C'est pas idiot. Tout à fait. Et alors, aujourd'hui, vous êtes installé à Tel Aviv, vous vivez avec la peur, vous dites qu'on prend l'habitude finalement de la violence. Ça devient une routine. Ce n'est pas quelque chose à quoi on s'habitue vraiment, la peur, la violence. C'est vrai qu'on y pense tous les jours, qu'on se rend compte des difficultés, mais on peut vivre normalement. Et à l'heure actuelle, en Israël, il y a encore plus de gens qui meurent dans les accidents de la route que du fait d'actes de terrorisme. Donc on a plus peur finalement d'entrer en voiture que du terrorisme. Mais quand on voit ce qui se passe dans le monde, on est à l'abri nulle part. Regardez Bali, regardez New York, regardez le Kenya, l'Espagne. Il y a du terrorisme partout. Paris, donc c'est un problème qui est un problème à l'échelon international. C'est vrai qu'il est particulièrement sensible en Israël. Et il y a une seule solution, je la répète. Si nous sommes des citoyens responsables et qu'on reconnaît nos responsabilités vis-à-vis les uns vis-à-vis des autres, de s'aimer, de faire preuve de compassion, on aura une chance. Sinon, on vivra dans la peur pour toujours. Ouais. Et donc, là-bas, vous continuez à faire du shopping, à aller à la plage, passer des soirées entre amis. La vie continue normalement malgré tout. Ouais. Oui, la vie continue à peu près normalement. À peu près, une peur sous-tend tout ça, un malaise, mais à peu près normalement. Est-ce que vous avez peur que la guerre d'Irak qui va commencer embrase la région et que finalement ça soit une mauvaise chose plutôt qu'une bonne chose pour Israël? Je vais vous dire quelque chose, Thierry. Si je passais mon temps à penser à tout ce qui peut arriver d'horrible en Israël, eh bien, je n'aurais plus l'énergie de rire, de chanter, donc je n'y pense pas. Je suis mon chemin, je fais ce que j'ai à faire du mieux possible, je fais mon travail, j'aime mon fils, et voilà, je ne vis pas dans la peur. Vous allez bientôt rencontrer le pape? Demain. Et il y a des articles qui vous critiquent en Israël quand vous rencontrez le pape? Oui, vous savez, ça pose un problème à certains, mais ils vivent dans le passé. Ils sont bloqués dans le carcan des préjugés, mais moi j'aime aller de l'avant. Ce pape a dit des choses très positives en faveur du judaïsme, d'Israël. Encore une fois, au nom de Dieu, c'est le type de leader religieux dont on a besoin et je crois qu'il faut le soutenir parce que seuls les leaders religieux qui disent à leur peuple, il ne faut pas montrer de haine au nom de Dieu, seulement de l'amour et de la compassion, c'est le seul espoir de l'humanité. Donc je suis très heureuse de chanter pour le pape et très fière, même si je suis juive. Bravo.